Nous sommes tous ici réunis pour réfléchir ensemble à la vie de campus de nos établissements et demain émettre des propositions pour faire encore mieux. Nous pouvons faire encore mieux pour développer l'engagement citoyen, la solidarité, les pratiques sportives et culturelles, les échanges, la créativité. Pour nos 1,6 million d'étudiants en premier lieu, mais aussi pour les personnels de l'université qui se consacrent pleinement à la réussite de nos établissements. Je tiens à remercier les différents acteurs des universités qui œuvrent pour cela quotidiennement, qu'il s'agisse des services de la vie étudiante, des sports, de la culture, de la santé et bien évidemment des CROUS. Tous les réseaux universitaires sont volontaires pour que nos campus soient des lieux où l'on s'épanouit et où notre jeunesse voit le champ des possibles s'ouvrir en apprenant à apprendre tout au long de la vie. La jeunesse, j'y viens, c'est pour elle que nous travaillons, car nous savons que l'avenir de nos jeunes, de notre pays, réside dans ces établissements d'enseignement supérieur et de recherche et dans leur capacité de formation, d'innovation et d'ascension sociale. De ce point de vue, beaucoup peut encore être fait. Nous avons plus que jamais, Madame la Ministre, besoin de votre ministère, de la conduite de politique claire, sans atermoiement. La situation que nous avons vécue concernant la menace soudaine sur la trésorerie des organismes de recherche est inacceptable. Comme je l'ai dit ce matin, la seule solution possible est l'annulation de cette annulation. Cette menace fait peser un doute sur la volonté de l'État, telle qu'elle a été exprimée au plus haut niveau. Ce colloque et les échanges que nous avons eus en atelier cet après-midi l'ont bien montré. Quand on pense campus, on a une certaine idée en tête. Et quand on confronte cette idée avec la réalité des territoires et de leurs histoires, on se rend rapidement compte que chaque campus est unique et que chaque campus, chaque université participe à l'identité de ces territoires. Nos campus sont riches de leur diversité. À chaque campus, sa personnalité, son ADN est un savant mélange, une chimie unique créée par ses étudiants, ses personnels, ses lieux, son histoire. Chaque campus expérimente, s'adapte, se connecte à son environnement, ses partenaires et propose un mode de vie adapté à ses habitants. L'expérimentation est une condition de l'autonomie de nos établissements et une condition de leur créativité. Sans autonomie, sans expérimentation, sans diversité, pas de recherche, pas d'innovation, pas de compétitivité. Madame la Ministre, l'an prochain, 40 000 étudiants supplémentaires feront le choix de l'université. Pour être à la hauteur des attentes de ces étudiants et de leurs familles, nous devons être capables de proposer un environnement d'études stimulant et épanouissant dans lequel ils vont, autant que par leurs études, acquérir des connaissances, des compétences, des réflexes qu'ils garderont toute leur vie. Or, pour cela, comme je l'ai dit ce matin au secrétaire d'État, il manque 1 milliard d'euros, et oui, 1 milliard d'euros, au budget des universités pour inverser la courbe des dotations de l'État aux universités. L'intérêt marqué pour ce colloque le montre. C'est la qualité de vie et d'études qui va constituer, dans les prochaines années, un critère de choix pour nos étudiants, nos enseignants, nos chercheurs, venus de France ou de partout dans le monde. Les universités anglo-saxonnes l'ont compris depuis longtemps. La qualité de vie de leur campus contribue, dans sa globalité, à la réussite de leurs étudiants et de leur personnel. Pour accueillir nos étudiants, nous avons besoin que nos dirigeants libèrent les énergies et nous laissent innover et créer. Nous prenons en effet du retard, car nous devons subir les conséquences de décisions qui ne nous appartiennent pas. Augmentation du GVT, cotisation au FIPHFP, augmentation du point d'indice, mise en accessibilité, sécurisation des bâtiments dans le contexte post-attentat. Je rappelle à nouveau que la somme de ces décisions s'élèvera à 700 millions d'euros dans les universités. Cette somme ne permettrait que de nous maintenir au même niveau, sans libérer de capacités d'innovation nouvelles. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir un petit peu plus, pour se retrouver au niveau auquel nous aurions dû être, c'est 1 milliard d'euros qu'il nous faut. Il ne s'agit que de quelques points d'insatisfaction et je ne veux ni lasser ni désespérer. D'ailleurs, j'ai oublié ma petite casquette de Calimero. Madame la Ministre,
Nous avons besoin que l'État soutienne vraiment ces universités, sans pour cela vouloir tout diriger et uniformiser, soit depuis la rue de Grenelle, soit depuis la rue de Descartes. Je sais que la DGSIP, notre principal interlocuteur, est en pleine réflexion pour se réorganiser dans cette perspective, et je vous en félicite et vous en remercie, comme je remercie Simone Bonafous. L'État doit assurer l'égalité et l'équité entre étudiants en repensant nos dispositifs d'orientation et de sélection et l'organisation du célèbre, depuis le recteur Filâtre, du moins 3+3. Il doit prendre à bras le corps la poursuite de la réforme des aides sociales que vous avez commencé à faire. Il doit enfin instiller la confiance parmi ceux qui le servent, fonctionnaires comme établissements publics, et assumer ses choix. L'État doit assumer et assurer la promotion sociale et le renouvellement des élites. L'ascension sociale doit être une réalité et redevenir la priorité du gouvernement. Malheureusement, Madame la Ministre, tout le monde sait que les problèmes de ségrégation sociale commencent à l'école. Un récent sondage le montre. Les Français aiment la science, la médecine, l'honnêteté, la transparence. Tout cela, ce sont les qualités des universités. Madame la Ministre, nous avons besoin de votre aide pour répondre aux attentes des Français et préserver leur avenir en défendant nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Madame la Ministre, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de la Conférence des présidents d'université, cher Jean-Loup Feldman. Merci pour cet accueil, comme à votre habitude, chaleureux. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la Rectrice, chère Marie Régnier, Monsieur le Recteur de l'Académie de Guyane aussi, mais ancien président de l'Université d'Orléans, cher Youssoufi Touré, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs d'établissements et d'organismes, et parmi vous, que les nouveaux venus récemment élus soient chaleureusement félicités. Monsieur l'administrateur provisoire de l'Université d'Orléans, aussi, merci de nous accueillir dans cette magnifique université. Madame la directrice du CNUS, messieurs les présidents des réseaux universitaires qui, comme vous l'avez dit, cher Jean-Loup, concourent à la vie de campus, et mesdames et messieurs. Vous savez, dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo écrivait « Jusqu'à Gutenberg, l'architecture est l'écriture principale, l'écriture universelle ». Alors bien sûr, je ne souhaite pas commencer mon discours en contredisant Victor Hugo, j'ai suffisamment de problèmes comme ça. Par ailleurs, j'en suis une admiratrice devant l'Éternel. Et il a, en un sens, raison. C'est vrai que nous ne voyons plus guère aujourd'hui sur les édifices contemporains les sculptures, les bas-reliefs qui ornent les tympans et les portails des cathédrales, à Paris comme à Orléans. Et sans doute seriez-vous les premiers surpris si, sur un bâtiment universitaire récemment construit, on représentait le président ou la présidente de l'université, ses faits et gestes remarquables, et que l'on retraçait ainsi l'histoire de ce lieu. Néanmoins, même après Gutenberg, l'architecture des universités et de leurs campus continue à nous dire quand même beaucoup sur leur histoire et sur les idées qui les ont gouvernées au fil des siècles. Oui, dans le quadrangle d'Oxford ou de Cambridge, s'affirme la volonté de former, entre étudiants et enseignants, une communauté autonome à l'écart de la ville. Oui, pour prendre un exemple qui nous est plus proche, et l'article récemment paru sur le site de l'Université de Bordeaux qui rappelle l'histoire de ce campus nous le dit, l'Université de Bordeaux a développé avec les territoires dans lesquels elle s'inscrit une histoire particulière dont toute l'architecture porte la trace. L'histoire de l'enseignement supérieur et de la recherche est donc par bien des aspects inséparable des bâtiments, des espaces qui au fil des siècles les ont accueillis. C'est dire l'importance du thème que vous avez choisi cette année, Campus en mouvement. Car en effet, de la forme que nous donnerons à nos campus dépend aussi en grande partie l'avenir que nous voulons pour l'enseignement supérieur et pour la recherche. Pour cela, nous devons, comme vous nous y invitez, envisager le campus dans toutes ses dimensions, comme un lieu de vie bien sûr, mais aussi comme un lieu d'innovation pédagogique, scientifique et entrepreneuriale.
Que le campus soit un lieu de vie, d'abord, il suffit d'en regarder quelques instants pour s'en rendre compte très vite. Et on voit que la vie qu'accueille ce campus n'est plus cette vie autonome, séparée de la ville, qui régissait les premières universités, que ce n'est pas non plus cette campagne verdoyante au cœur de la cité, qui forme le modèle de bien des universités américaines, mais que c'est un campus ouvert sur la ville, et donc plus largement ouvert sur la société dans son ensemble. On y voit, et vous l'avez évoqué, je crois, au cours de vos travaux, aussi bien des clubs de sport que des associations. Il y a là sans doute un héritage très français qui fait de l'université un lieu en prise avec les grandes questions sociales, sociétales d'une époque. Mais évidemment, ça doit nous interroger sur la place que nous donnons à l'engagement des étudiants au sein de notre système universitaire. Et c'est là une vraie question. Car ce lieu de socialisation qu'est le campus, c'est aussi un lieu profondément citoyen. Le campus, très souvent, prend des airs de forum antique. Et c'est pour cela que nous avons voulu qu'une réflexion soit entamée sur la reconnaissance par l'institution universitaire de l'engagement des étudiants. Et c'est aussi pour cette raison qu'à plus vaste échelle, nous avons mis en place un plan national de vie étudiante. Parce que des conditions de vie que nous offrons à celles et ceux qui étudient dépendent aussi de leur réussite. Je pense en vous disant cela à notre politique audacieuse, ambitieuse en faveur des bourses dans le contexte budgétaire que nous connaissons. On dit souvent quand les choses ne vont pas suffisamment bien, mais sachons reconnaître aussi quand il y a des choses qui progressent, même considérablement sur cette question des bourses, grâce à la mobilisation de près d'un demi-milliard d'euros supplémentaires. Le taux de boursiers a été porté à près de 36% en 2015-2016, soit plus de 8,5% en 3 ans. En 4 ans, le gouvernement auquel j'appartiens a déjà investi 40% de moyens supplémentaires pour la vie étudiante que la totalité de ce qui avait été investi entre 2007 et 2012. Et cet effort sera évidemment poursuivi en 2017. Je pense, en disant cela, aux efforts que nous avons faits en faveur du logement étudiant, qu'il s'agisse de construire 40 000 nouveaux logements à caractère social d'ici 2017, ou de permettre aux étudiants dépourvus de garants personnels d'accéder plus facilement à un logement dans le privé en sollicitant la garantie de l'État par l'intermédiaire de la caution locative étudiante. Je pense enfin aux mesures de simplification qui ont été engagées, l'augmentation du nombre de guichets uniques d'accueil des étudiants internationaux par exemple, la mise en place du titre de séjour pluriannuel pour simplifier leur démarche, le développement des centres de santé universitaires, la dématérialisation des démarches grâce à la mise en place du portail étudiant.gouv.fr. Oui, en agissant pour l'amélioration des conditions de vie étudiantes, nous favorisons à la fois leur réussite personnelle, mais aussi la vie au sein des campus. Car c'est vrai que quand on évoque l'enseignement supérieur et la recherche, on a parfois une vision réductrice des choses. On parle souvent, à propos des étudiants, selon la formule consacrée, de grands esprits, d'esprits brillants. Mais ces expressions occultent une chose essentielle, c'est que ces esprits ont aussi des corps qui se déploient dans un espace qu'il faut évidemment veiller à bien construire, à bien élaborer, à bien penser. Et dans cet espace, par exemple, autre sujet qui nous a tenu à cœur ces derniers mois, nous connaissons l'importance des bibliothèques universitaires. Alors nous avons lancé le 1er février dernier le plan Bibliothèque ouverte, à l'objectif clair, étendre sur la période 2016-2019 les horaires d'ouverture des bibliothèques universitaires le soir, le week-end et pendant les principales périodes de révision universitaire. Et améliorer ce faisant la qualité du service rendu aux étudiants. C'est là, je crois, un facteur essentiel de dynamisation de nos campus. Ces horaires, ça n'est pas que des chiffres, ce sont autant de possibilités de travail pour nos étudiants et donc autant d'opportunités pour eux de réussir par leurs efforts. Des bibliothèques plus ouvertes, ça n'est pas uniquement plus pratique, c'est un moyen concret d'œuvrer à la réussite. Pour la mise en œuvre de ce plan Bibliothèque ouverte, qui repose sur un appel à projet national, auquel j'invite vraiment l'ensemble des universités présentes à participer, sachez que le ministère a décidé de dégager une enveloppe budgétaire de près de 13 millions d'euros et qu'il attribuera 25 emplois au sein de regroupements d'établissements dès 2017. Je crois utile, évidemment, pour finir sur ce sujet, d'indiquer que les projets d'ouverture des BU doivent
bien sûr partir du besoin tel qu'il est exprimé par les étudiants, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, que ces projets d'ouverture doivent associer les personnels à leur élaboration et ne pas négliger la continuité des services proposés aux usagers. Mais cela fait partie donc aussi du mouvement dans lequel il est nécessaire d'inscrire de plus en plus l'ensemble de nos campus. Mais je le disais, le campus, lieu de vie universitaire, donc, joue aussi un grand rôle en tant que lieu de recherche et d'enseignement. La vie intellectuelle, vous le savez bien, mesdames et messieurs, ici, s'accompagne aussi d'échanges entre collègues, entre confrères, entre camarades, d'échanges parfois aussi entre différents établissements de l'enseignement supérieur. Instaurer des synergies, des convergences, non seulement entre le campus et la ville, entre le campus et le territoire, mais aussi entre les établissements, est un enjeu absolument essentiel, parce que nous avons besoin, face aux défis qui sont les nôtres, de complémentarité, et que cette complémentarité, elle sera rendue possible aussi par la forme que nous donnerons à nos campus. Je veux, en vous disant cela, vous prendre un exemple précis, car c'est à lui que je pense. J'étais en février dernier sur le campus Lyon-Tech-Ladoa. C'est un campus qui regroupe à la fois une université, des laboratoires, des entreprises, une école d'enseignement supérieur, et au sein duquel de nombreux aménagements ont été entrepris, en regroupant par exemple les différents laboratoires au sein d'un même bâtiment. C'est la nécessité de la pluridisciplinarité que nous avons mise en évidence, en permettant à des chercheurs de différents domaines de cohabiter et donc d'échanger. C'est aussi cette logique qui a conduit à regrouper au sein d'un bâtiment chimie-bio le Centre commun de résonance mécanique nucléaire, où s'effectuent les analyses, et l'Institut de chimie et biochimie moléculaire et supramoléculaire, qui est l'un des plus grands utilisateurs du centre. Auparavant, vous voyez, cet institut et ce centre étaient dans des bâtiments séparés. Les rapprocher a répondu à une demande très forte des chercheurs, et en effet, ce qui leur a été ainsi offert, c'est sans doute le bien le plus précieux après l'argent dans la recherche, c'est-à-dire le temps. Ils ont gagné du temps. Et bien de la même façon, nous devons opérer également une mise en relation par les campus de la recherche, de l'enseignement supérieur et des entreprises locales implantées sur vos territoires. C'est la logique, Monsieur le Président du Conseil régional, des campus des métiers et qualifications. Mais au-delà de ces campus des métiers et qualifications, c'est une logique qui doit s'étendre à l'ensemble de nos campus. Non seulement parce que c'est essentiel, par exemple, pour trouver des stages ou de la formation en alternance pour les étudiants, non seulement parce que ça permet de nouer des liens étroits entre la recherche, l'innovation, le monde professionnel et économique, mais plus fondamentalement encore parce que dans la société qui se dessine aujourd'hui, dans l'accélération des évolutions techniques et technologiques que nous connaissons, nos établissements d'enseignement supérieur occuperont une place de plus en plus importante, notamment avec le développement de la formation tout au long de la vie. Et le campus, il faut se faire à cette idée, mais je sais que c'est déjà le cas ici, c'est plutôt pour l'opinion publique que je dis cela, le campus, de plus en plus, ne sera plus uniquement le lieu de nos jeunes années, ce sera un lieu dans lequel nous reviendrons au fil des ans et qui nous accompagnera tout au long de notre existence. Voilà pourquoi, en un sens, nous devons mettre nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche au cœur de nos villes et au cœur de nos territoires. La recherche a d'ailleurs un rôle essentiel à jouer dans ce domaine, non seulement sur le campus, mais pour le campus. C'est par la recherche et l'innovation qu'on pourra bâtir des campus qui tiennent compte des enjeux écologiques d'aujourd'hui, par exemple. C'est par elle que nous pourrons penser d'autres modes de circulation, d'autres façons de lier sur un même territoire la recherche, l'enseignement et l'ensemble de la société. Et voilà pourquoi je tenais vraiment sincèrement à saluer le choix que vous avez fait de vous emparer à l'occasion de ce colloque d'un tel sujet absolument passionnant et plein de perspectives. Mais je sais évidemment qu'il y a aujourd'hui bien d'autres sujets qui nous concernent, et vous et moi. Des sujets parfois préoccupants. Et puisque j'évoquais l'importance des échanges et des dialogues dans la vie intellectuelle, ma venue à ce colloque est pour moi un moment très important, car il me permet, je l'espère notamment ce soir, d'échanger avec vous sur plusieurs de ces points. Je commencerai par celui qui a occupé cette semaine le devant de la scène, le financement de la recherche. C'est à mes yeux, vous l'imaginez bien, autant qu'au vôtre, une question centrale. La souffrance d'une recherche qui n'a plus les moyens de se mener. J'évoque souvent
la façon dont Claude Bernard l'évoquait déjà en son temps lorsqu'il écrivait « J'ai connu la douleur du savant qui, faute de moyens matériels, ne peut entreprendre de réaliser des expériences qu'il conçoit et est obligé de renoncer à certaines recherches ou de laisser sa recherche à l'état d'une ébauche. » Si je le cite ici, Claude Bernard, c'est parce qu'il nous rappelle, comme l'ont fait les prix Nobel signataires de la tribune à laquelle vous faisiez allusion, que la recherche nécessite de la part de l'État, de la part du gouvernement, un soutien fort. Car ce qui se prépare dans les recherches actuelles, ce sont non seulement les solutions aux défis de demain, mais les réponses aux questions d'aujourd'hui déjà. C'est ma conviction absolue. Et c'est bien pour cela que j'ai souhaité, par exemple, que soient créés des postes pour soutenir l'enseignement et la recherche dans des thèmes comme la question de la radicalisation, ou l'islamologie ou d'autres sujets. Parce que l'action, sans la pensée, n'a ni rigueur, ni profondeur, ni efficacité. Et vous êtes, je crois toutes et tous ici, non seulement des travailleurs de la preuve, comme le disait Bachelard, mais des travailleurs de la pensée. Et c'est bien de sens dont nous avons besoin aujourd'hui. Alors, je veux vous redire, j'ai déjà eu l'occasion de le faire, je veux vous redire ici que je m'engage, si ces 134 millions d'euros dont nous parlons venaient à manquer aux organismes dans leur conduite de leurs projets, à prendre les mesures nécessaires pour réabonder leurs crédits. Car je tiens à le rappeler, cette mesure a été construite pour n'affecter en rien les activités de recherche des organismes. Oui, dès le mois prochain, dès le mois de juin, une enveloppe supplémentaire de 65 millions d'euros va permettre à l'Agence nationale de la recherche, comme le président de la République s'y était engagé, de retenir davantage de projets en 2016. Oui, cet effort sera porté à 120 millions d'euros l'année suivante. Et oui, sur les 10 milliards du PIA 3 que nous sommes en train de construire en ce moment même, et sur lesquels j'aimerais bien d'ailleurs qu'on se mobilise tous pour s'approprier les enjeux les plus essentiels, sur ces 10 milliards d'euros de PIA 3, il y en aura bien 5 milliards qui seront consacrés à l'enseignement supérieur, à la recherche, à la formation. Je vous dis cela parce que, en même temps, je sais bien que vous ne pouvez pas vous payer de mots. Je sais bien que vous avez besoin d'avoir des garanties. Je veux d'abord vous garantir la conviction qui est la mienne, celle de l'importance de la recherche dans le monde d'aujourd'hui. Alors, en tant que ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, je suis avec vous, de votre côté. Et je me battrai, comme nous le faisons déjà beaucoup, et je ferai absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour faire en sorte que le budget de la recherche soit non seulement sanctuarisé, mais augmenté. Et j'irai, merci. Et j'irai même plus loin en indiquant que le budget de l'enseignement supérieur doit être accompagné, en fait, quand on y réfléchit bien, à la hauteur des défis que les universités doivent relever, tout simplement. C'est-à-dire ce défi essentiel que vous avez évoqué de l'accueil de nouveaux étudiants. Il y en a d'autres, des défis, et il peut parfois exister entre nous des désaccords. En même temps, franchement, on est tous bien placés pour savoir que le monde de la recherche et de la science n'est pas exempt de désaccords en son sein non plus. Je pense que le plus important, vous l'admettrez, c'est de pouvoir dialoguer et avancer ensemble. Par exemple, pour prendre un autre sujet, s'agissant des masters, la concertation est en cours et ce qui se joue, c'est de trouver le bon équilibre entre la question du recrutement et notre capacité en même temps à garantir aux jeunes une poursuite d'études vers les diplômes d'excellence de nos universités. Voilà l'enjeu qui est le nôtre et qui est le vôtre. Et je suis sûre que nous arrivons à nous retrouver si nous dialoguons dans de bonnes conditions sur ce sujet. Dans leur tribune, les prix Nobel rappelaient à juste titre l'effort considérable d'investissement dans l'enseignement supérieur et la recherche consenti par les autres pays. Ils avaient raison. Il y a un autre phénomène qui est en effet à l'œuvre aujourd'hui dans l'ensemble du monde et sur lequel il faut qu'on se penche sérieusement, c'est l'augmentation du niveau de qualification. Partout où on tourne son regard, vers les puissances économiques actuelles comme vers les puissances émergentes, le niveau de qualification s'élève. La Chine comptait en 1994 7% d'une classe d'âge qui accédait à l'enseignement supérieur. Ce pourcentage s'élève aujourd'hui à 17%.
Et l'objectif fixé pour 2020 est de 50%, soit 60 millions d'étudiants. La Corée du Sud, pour prendre un pays peut-être moins vaste, compte 59 millions d'habitants, donc à peu près le même nombre qu'en France, mais elle compte 40% d'étudiants de plus que nous, soit en tout 3,3 millions d'étudiants. Et ce qui est vrai en Corée du Sud et en Chine est aussi vrai aux États-Unis, en Inde, au Brésil. Et ça n'est pas un hasard, c'est le résultat de politiques ambitieuses, ça correspond à un choix que nous avons aussi fait au sein de ce gouvernement. Aujourd'hui, vous le savez, 43,5% des jeunes accèdent à un diplôme de l'enseignement supérieur. Eh bien, François Hollande a voulu fixer l'objectif, proposé d'ailleurs par la Stranes, de 60% d'une classe d'âge dans l'enseignement supérieur. Et moi, je crois que c'est un très bel objectif, c'est une très belle ambition. Je pense que face aux crises et aux défis que nous rencontrons, en fait, cet objectif en lui-même apporte des réponses très fortes. Ces réponses sont celles de la connaissance, du savoir, de la culture, c'est-à-dire les réponses de notre enseignement supérieur et de notre recherche. Et ces réponses, vous les connaissez bien ici, puisque c'est celles que vous portez tous les jours dans vos établissements. Nous avons aujourd'hui en France 2,4 millions d'étudiants, soit, il faut toujours le rappeler à ceux qui nous entourent et qui l'ont peut-être moins en tête que nous, soit 8 fois plus qu'il y a 50 ans. Et cette augmentation, évidemment, ne va pas cesser de s'accroître. À la rentrée 2015, vous l'avez dit, l'augmentation a été de 37 000 étudiants. Eh bien, il devrait en effet être de même pour la rentrée prochaine. Mais je réaffirme ici que c'est une excellente nouvelle, c'est une chance que nous devons saisir. Et cela nécessite, de notre part, collectivement, un réel accompagnement, une réelle réflexion et une réelle ambition. Un accompagnement au plus près de nos territoires, d'où la nécessité dans chaque académie d'un travail précis des universités et du rectorat pour ajuster les capacités d'accueil et donc mieux accueillir ces nouveaux étudiants. Une réelle réflexion, notamment sur la bonne continuité entre les dernières années du lycée et les premières années dans le supérieur. C'est ce qui nous a conduit, par exemple, à notre politique sur l'accueil des bacheliers technologiques en IUT et des bacheliers pro en STS, parce que il se trouve tout simplement, et nous constatons tous que c'est là qu'ils maximisent leurs chances de réussite, et nous le leur devons. Et puis enfin, une réelle ambition pour les étudiants que nous accueillons donc en grand nombre. Oh non, vraiment, de grâce, et surtout pas ici, pas entre nous, ne laissons jamais dire que nous souffririons dans notre pays d'un trop-plein d'étudiants. Nous souffrons au contraire d'un manque de diplômés pour relever les défis de l'avenir. Voilà pourquoi nous devons absolument réussir à démocratiser l'enseignement supérieur. C'est un sujet évidemment qui est sensible, j'en suis consciente parce qu'il entraîne bien des exigences et bien des contraintes pour les présidents d'université que vous êtes en particulier. Mais je suis vraiment convaincue que les meilleures réponses à donner aux crises qu'on rencontre en ce moment, la meilleure façon de donner à notre avenir des fondations solides passe par cette meilleure démocratisation de l'enseignement supérieur. Et ça demande, là encore, nous avons parlé de recherche tout à l'heure, parlons d'enseignement supérieur, ça demande une ambition budgétaire à la hauteur. Et c'est pour cette raison, soyez-en assurés qu'avec Thierry Mandon, que vous receviez ce matin, nous nous battons pour que le budget 2017 soit en phase, tout simplement, avec les engagements du président de la République en faveur de la jeunesse, et au-delà de cet engagement en faveur de la jeunesse, en phase avec les exigences de la situation présente. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Ces exigences, elles ne sont ni ponctuelles ni conjoncturelles. Les défis que nous devons affronter, ils vont durer bien longtemps et se complexifier encore. Et donc ces exigences-là, elles ne sont pas de celles qu'on satisfait par un simple arbitrage budgétaire d'un exercice d'une année. Donc ces exigences-là, elles nous engagent pour aujourd'hui, pour 2017 et au-delà, pour l'avenir de notre jeunesse. C'est pour cette raison que je prépare actuellement, avant de le présenter prochainement au Premier ministre, un plan pluriannuel pour accompagner les universités et les établissements d'enseignement supérieur dans les objectifs que nous nous sommes fixés dans la stratégie nationale de l'enseignement supérieur. Nous ne pouvons en effet pas faire comme si cette stratégie ambitieuse que nous avons actée, le président de la République lui-même, puis la représentation nationale où nous avons voulu la présenter,
Nous ne pouvons donc pas faire comme si cette stratègie ambitieuse pouvait se réaliser sans induire de nouveaux efforts conséquents de la part de notre pays. Ce serait évidemment alors factice, superficiel. Or, moi, la démocratisation de l'enseignement supérieur me tient trop à cœur pour tomber dans le factice ou dans le superficiel. Alors oui, dans ce plan pluriannuel que nous préparons, il sera question de tous les sujets qui posent aujourd'hui difficulté, qui fâchent même parfois, et auxquels nous devons à la fois apporter et planifier des solutions. Construction universitaire, rénovation universitaire, ressources humaines, maillage territorial, innovation et réingénierie des pratiques pédagogiques, notamment avec le numérique, tout cela au profit de la réussite de nos jeunes étudiants. Bref, vous l'aurez compris, si je tiens tant à démocratiser l'enseignement supérieur, ça n'est pas par je ne sais quelle lubie idéologique, je sais qu'on m'en fait souvent le procès, c'est en fait parce que je suis tout simplement convaincue de votre importance, convaincue de l'importance de la recherche, convaincue que les véritables solutions pérennes aux crises qu'on traverse viendront d'ici, des lieux de pensée, des lieux de vie, d'études et de recherche. Et si je défends si vivement la démocratisation, vous auriez tort d'y voir une marque de défiance de ma part à votre égard. Voyez-y tout au contraire le signe de mon plus profond respect et de ma plus vive reconnaissance à l'égard des institutions et des établissements que vous représentez. Je vous remercie. Madame la ministre, Monsieur le Président de la Conférence des présidents d'université, en quelques mots, je vais vous présenter le premier prix de notre concours annuel qui est décerné donc par l'Observatoire national de la vie étudiante, dont je suis la présidente. Et j'ai beaucoup de plaisir à présenter cette lauréate. Vous le verrez, elle va vous présenter elle-même dans quelques instants, peut-être plus rapidement qu'elle ne le pensait au départ, le contenu de son travail, mais c'est un travail tout à fait remarquable que notre jury a souhaité évidemment mettre en valeur. Je rappelle simplement que ce concours, c'est la 25e édition cette année. Et je suis donc particulièrement fière et heureuse que les organisateurs du colloque et le président de la CPU nous aient permis de donner un éclat tout particulier à ce prix du 25e concours en présence de Madame la ministre, et ce sera une première donc qui lui décernera tout à l'heure, alors de façon un petit peu fictive, vous le verrez, le prix correspondant. Alors ce prix, en fait, il a une particularité, il s'appelle la vie étudiante vue par les étudiants. Donc il s'agit d'encourager et de favoriser une lisibilité sur tous les travaux de recherche des étudiants, qu'ils soient en Master 1, en Master 2 ou en doctorat, dès lors que la thématique principale relève de la condition de vie étudiante au sens le plus large possible. Cette thématique, bien évidemment, elle recouvre des domaines et des disciplines extrêmement variés. C'est la géographie qui est à l'honneur cette année, mais c'est souvent la sociologie qui remporte très régulièrement le premier prix notamment. Mais nous avons aussi des travaux dans des disciplines comme l'histoire, comme les STAPS, comme l'urbanisme bien sûr. Et nous sommes tout à fait sensibles justement à cette diversité disciplinaire qui doit caractériser les travaux concernant la vie étudiante.
Donc cette année, pour ce 25e prix, c'est donc Leïla Frouillou qui vient d'être retenue par le jury de l'OVE sur un travail de thèse de doctorat en géographie, je l'ai dit, avec comme directrice de thèse à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, donc Sylvie Foll, qui était la directrice de thèse de Leïla, sur le thème suivant dont elle va bien évidemment vous parler maintenant, donc les mécanismes d'une ségrégation universitaire francilienne. Alors avec quelques mots-clés qui parleront beaucoup à certains d'entre vous, APB, carte universitaire, ségrégation, mais aussi sens du placement, et ça je pense qu'elle va vous l'expliquer très bien dans quelques minutes. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Je suis très impressionnée et ravie d'avoir l'occasion de vous présenter mon travail de façon très rapide ce soir. Je tiens évidemment à remercier l'Observatoire de la vie étudiante pour ce prix qui me fait extrêmement plaisir. Et surtout, je tiens à dire à quel point cet Observatoire de la vie étudiante produit un travail d'une grande importance qui aide beaucoup les chercheurs. Donc, je pense notamment à l'enquête conditions de vie, mais à beaucoup de productions. Voilà, c'est un observatoire qui est extrêmement structurant aujourd'hui. Alors, j'ai le plaisir ce soir de vous présenter mon travail qui porte en fait sur l'inégalité de répartition sociale et scolaire des étudiants dans la métropole parisienne entre les universités d'Île-de-France. On évoquait tout à l'heure les questions de ségrégation. En fait, c'est un travail qui s'appuie sur la ségrégation scolaire pour penser l'orientation des étudiants dans la métropole parisienne. Alors, je vais faire des petits signes de passage. Je vais vous parler en 4 points très rapides de ce travail universitaire. D'abord, je vais vous exposer la problématique, c'est-à-dire quelle est ma question de recherche. Ensuite, mes méthodes de façon extrêmement rapide également. Et puis, je vais vous parler un petit peu des principaux résultats, et c'est là que j'évoquerai admission post-bac notamment. Alors, ce travail part d'une question de recherche extrêmement simple. Il s'agit de partir du constat de départ, donc certains d'entre vous travaillent en région parisienne, dans les universités, du constat de départ que les publics étudiants ne sont pas exactement les mêmes dans les 16 universités publiques de la région Île-de-France, et donc je cherche à expliquer pourquoi on n'a pas exactement les mêmes publics dans ces universités. Pour cela, je m'appuie sur les travaux sur la ségrégation scolaire, qui se portent principalement sur les collèges, les lycées, et qui essayent d'observer du coup les placements des étudiants, les stratégies des familles, les évitements de la carte scolaire pour comprendre comment ça marche à l'université. Et donc je m'appuie sur un paysage tout à fait particulier pour penser cela. C'est le paysage universitaire, qui est donc extrêmement dense et complexe. C'est toute la particularité de ce travail. Voici donc une carte donc, des 16 universités de la région Île-de-France, plus Paris 9, donc Dauphine, qui est maintenant grand établissement et qui donc est exclu de mon étude donc, a priori. Alors, donc la problématique consiste à comprendre des mécanismes et non pas à mesurer la ségrégation. Donc je ne vais pas vous présenter des résultats, disons des indices d'hétérogénéité. Ça n'est pas l'objet de ce travail, même si évidemment ce serait intéressant de le faire. Je travaille donc sur des processus. Pour cela, je dis un mot de mon cadre théorique qui en fait structure à la fois les méthodes et les résultats de la recherche. Ce serait malhonnête de ne pas vous en parler. J'ai une approche bourdieusienne, donc je vais travailler sur en fait les mécanismes de reproduction sociale à partir donc de l'institution scolaire, ici universitaire. Donc j'utilise des mots-clés comme placement, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont une façon d'appréhender les stratégies des familles. Voilà. Et donc, j'utilise aussi une méthode qui est très longitudinale. Donc, j'essaye d'observer des trajectoires et donc de ne pas regarder une photo statique de ces paysages universitaires et de ces orientations étudiantes. Mais je suis aussi géographe. J'ai donc aussi une approche très spatiale et j'essaye d'observer particulièrement les lieux de résidence des étudiants, leurs lieux d'études, donc les mobilités entre les deux, et finalement, ce que peuvent faire, par exemple, les maillages administratifs. Donc voilà, j'essaye d'avoir un prisme spatial sur toutes ces questions-là. Alors, mes méthodes en 2 mots, j'ai utilisé les merveilleuses bases du ministère, donc les bases CIS, qui permettent de suivre. Si, je tiens à dire qu'elles sont extrêmement riches et qu'on est assez peu nombreux en fait à travailler dessus, alors qu'il y aurait énormément de choses à faire. Voilà, j'ai plein d'idées. Et donc ces bases permettent de suivre les trajectoires des étudiants. Elles donnent aussi des informations sur leur commune de résidence, ce qui est particulièrement intéressant pour moi, et donc sur leur université d'inscription, etc. J'utilise aussi d'autres types de bases, les bases d'admission post-bac, donc une extraction
qui ne comprend pas les hiérarchies de vœux, mais qui me permet d'analyser le lien entre lycée et université, par exemple. Et puis des bases fournies par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France sur l'accessibilité aux sites universitaires, qui sont extrêmement intéressantes. J'utilise également des entretiens. Donc, alors là, mes 2 terrains d'études particuliers sont Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mon université d'inscription, et Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, qui sont 2 universités très particulières. Et j'ai mené une enquête donc, par entretien avec les acteurs de ces universités, mais aussi un certain nombre d'étudiants, donc 3 filières, le droit, l'administration économique et sociale et la géographie. Alors, on va en passer une deuxième. Voilà, donc en gros, voici un des résultats que vous pourrez trouver dans la thèse si vous avez le courage d'aller la voir sur Internet ou de l'ouvrir. Je vous commente ça en 2 minutes, c'est juste pour vous donner une idée. J'ai essayé de regarder les écarts de recrutement entre les universités. Et donc ça, c'est un résultat graphique de ces écarts de recrutement. Sur la droite du graphique, vous trouvez des universités comme Cergy, Évry, Paris 13 ou encore Paris 10, Marne-la-Vallée, qui ont un public étudiant relativement, par rapport aux autres, j'entends, défavorisé socialement et scolairement, c'est-à-dire une surreprésentation de bacheliers technologiques et professionnels, d'étudiants qui ont eu leur baccalauréat avec un an de retard, et une surreprésentation d'enfants d'ouvriers, par exemple. De l'autre côté, vous trouvez les publics un petit peu plus favorisés, principalement les universités parisiennes, mais aussi Paris 11, Orsay notamment. L'axe vertical est un axe disciplinaire. Vous avez des universités plutôt spécialisées en lettres en haut et plutôt dans les sciences dures en bas. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que ces universités bougent dans le temps, donc ça fait plein de petits gribouillis, et que donc c'est en fait important de considérer les choses sur la longue durée, puisque ces écarts se recomposent en fonction de l'ouverture de formation, de l'évolution aussi des publics étudiants de façon générale en région parisienne. Bref, il faut avoir une lecture dynamique de ces écarts et ne pas les essentialiser. Voici une autre façon de rendre compte de ces écarts de recrutement par de simples tris croisés des pourcentages. Mon idée ici est de vous dire que, évidemment, ces écarts de recrutement entre universités, ils varient selon la discipline, ici le droit et l'administration économique et sociale, mais aussi selon les années d'études, ils sont d'autant plus forts qu'on est en premier cycle, par exemple. On va en passer un deuxième ici. Et donc pour expliquer ça, en 3 mots, j'utilise trois éléments qui me semblent importants. Premièrement, des éléments plutôt d'ordre matériel, c'est-à-dire la localisation des universités, la façon dont fonctionne la métropole parisienne, autrement dit. Elles ne sont pas également réparties dans cette métropole. Et je regarde les recrutements de proximité, donc je dessine des cartes de bassin de recrutement, voilà, pour toutes les universités franciliennes. Dans un deuxième temps, je regarde plutôt les fonctionnements institutionnels, donc notamment les systèmes d'affectation. D'abord Ravel qui opère une sectorisation jusqu'en 2008, et puis à partir de 2009, admission post-bac. Et puis ensuite, j'essaye d'opérer une synthèse en regardant la façon dont les étudiants s'orientent dans ce paysage, en regardant à la fois des éléments matériels, où est l'université, quelle est l'université la plus proche, et les contraintes institutionnelles qu'ils essayent ou non de contourner. Voilà donc un exemple de carte de bassin de recrutement qui est un peu flou malheureusement ici. Et vous voyez l'importance de la proximité dans ces recrutements universitaires. Donc vous avez voilà, par exemple en rouge un petit peu foncé, ce sont les recrutements de l'Académie de Créteil. Ce sont les communes qui envoient le plus d'étudiants vers Créteil. Voilà, et vous avez ça à peu près pour tous les cycles d'études. C'est un peu moins vrai en master, donc la proximité compte moins en master, et encore moins vrai en doctorat. Voici des cartes d'accessibilité en transport en commun aux universités. Ce qui m'intéresse ici, c'est simplement de vous dire qu'évidemment, cette accessibilité dépend de la filière et de la façon dont cette filière est plus ou moins rare en Île-de-France. Donc évidemment, il faut prendre en compte la répartition fine de l'offre de formation qui change. Donc évidemment, là encore, une lecture dynamique est essentielle. Et donc on retient de cette approche-là qu'il ne suffit pas d'avoir une approche mécanique spatialiste de la différenciation des recrutements universitaires, disant par exemple, comme je l'entends souvent en entretien, c'est parce que Paris 8 est à Saint-Denis et qu'elle a un recrutement un petit peu plus populaire que d'autres universités. C'est en partie le cas, mais pas seulement, puisqu'on a beaucoup d'étudiants qui sont inscrits à Paris 8 Saint-Denis, qui n'habitent pas en Seine-Saint-Denis, par exemple, 70% en vérité, pour le premier cycle. Et donc on observe d'autres mécanismes qui permettent de comprendre les autres logiques, à savoir Ravel, je l'ai dit tout à l'heure pour la sectorisation, donc je peux passer assez vite ici, c'est une carte des sectorisations qui sont assez intéressantes et que je ne vais pas commenter. Et puis admission post-bac qui opère en Île-de-France, donc des priorités académiques, notamment pour les bacheliers parisiens, et puis ensuite des tirages au sort qui sont parfois assez mal compris par les étudiants. Alors on retient de tout ça, voilà, pas que les étudiants évidemment, ça pose aussi des problèmes, enfin bon. Je ne m'appesantis pas là-dessus. Du coup, en fait, on retient de tout ça qu'il y a des procédures d'affectation qui créent en fait des discontinuités, j'ai dit ça en géographe, soit à l'échelle communale, c'était le cas de Ravel, soit à l'échelle académique pour admission post-bac.
Et puis, on retient aussi de tout ça que pour ces stratégies d'évitement, puisque j'observe aussi des stratégies de contournement, il y a une grande importance du capital scolaire, c'est-à-dire en fait du lycée d'inscription des étudiants, de leur type de baccalauréat. Et donc ça influence beaucoup la façon dont ils comprennent le système admission post-bac, par exemple, et dont ils peuvent le contourner. Alors, on retient ensuite de l'analyse des trajectoires, qui est un élément important et donc conclusif de mon travail de thèse, qu'en fait, c'est une analyse qui est à la fois quantitative et qualitative, donc sur des suivis de cohortes, pour le dire simplement, qu'il y a beaucoup de trajectoires étudiantes en Île-de-France qui sont en fait restreintes aux mêmes établissements, ou alors de sorties du système universitaire qui ne sont pas des échecs pour autant, hein, mais parfois des circulations un peu complexes que ne saisissent pas forcément très bien les bassises. Et on retient également de ces trajectoires qu'elles définissent un sens du placement universitaire, par analogie avec le sens du placement scolaire. Autrement dit, les étudiants s'orientent à chaque étape en fonction de leur capital scolaire et de leur réseau social. Donc ils ont un certain sens du jeu, puisque le système est extrêmement complexe. Et ce réseau social joue un rôle particulièrement important. Quand ils sont d'origine populaire, les groupes de pairs jouent un rôle central dans les stratégies d'orientation, ce qui a déjà été montré par ailleurs dans d'autres travaux. Ce qui est intéressant aussi dans cette approche longitudinale, c'est de montrer que quand on regarde des trajectoires, on a des bifurcations, on a des parcours non linéaires, des étudiants qui sortent de l'université, qui re-rentrent, parfois même plusieurs dizaines d'années après. Et donc ça plaide pour une lecture un petit peu ouverte de ce que c'est l'université, du rôle social de l'université et de ses missions. Et donc c'est là-dessus que je conclurai en fait cette présentation, avant de vous présenter un peu les limites de ce travail quand même. Parce que, bon, on ne va pas faire comme si c'était quelque chose de parfait et complet. Mais l'idée, c'est de montrer qu'à partir des orientations étudiantes, on peut travailler sur ce que c'est que l'université et son rôle, même en tant que grand équipement structurant de la métropole parisienne. Et donc, pour conclure, je reviens sur les principales limites de ce travail. Donc, le fait que je me focalise sur le secteur universitaire, mais en vérité, quand on observe finement les trajectoires étudiantes, notamment qualitativement, on voit beaucoup de circulation entre les différents secteurs de l'enseignement supérieur, les classes préparatoires, les STS, voilà, les écoles diverses et variées, grandes et petites. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je pourrais diversifier mes terrains. Je vous parle du droit et de l'administration économique et sociale. Ce sont deux filières très particulières, notamment qui n'ont pas le même rapport, par exemple, aux classes préparatoires que bien d'autres filières ou d'autres disciplines. Donc il faudrait diversifier un peu ce travail-là. Et puis également, c'est un travail qui porte sur l'Île-de-France, qui est une région tout à fait particulière. J'ai parlé de la densité de ce paysage francilien, notamment le fonctionnement d'admission post-bac, qui est tout à fait particulier dans cette région. Et donc, ça mériterait d'autres terrains comparatifs. Enfin, cette thèse porte sur les étudiants, hein, d'où le prix de l'Observatoire de la vie étudiante. Mais il serait très intéressant, à mon sens, de compléter cette approche sur les inégalités entre universités par quelque chose qui prendra en compte la recherche, l'autre mission fondamentale de ces établissements, et également donc les personnels, hein, à l'image de ce qui peut se faire sur les ségrégations scolaires, par exemple. On regarde aussi comment sont recrutés les enseignants, etc., etc. Alors, pour terminer, vraiment, c'est une ouverture. Ma thèse ne porte pas sur les inégalités qui résultent en fait de ces différences de recrutement entre universités. Et il serait intéressant, à mon sens, par exemple, d'essayer d'observer si ça crée des inégalités d'insertion professionnelle, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de ces différenciations entre universités pour les étudiants. Est-ce qu'il y a une hiérarchisation des diplômes, par exemple, ou pas? Et voilà, comment est-ce qu'ils s'en saisissent? Quelles sont une approche un petit peu plus pédagogique et encore plus longitudinale que ce que j'ai pu produire ici. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Simplement remarquer que, outre le grand intérêt de sa thèse, et qu'on a vraiment envie de voir se poursuivre parce que toutes les limites qu'elle a évoquées, en fait, on voudrait bien les envoyer balader pour qu'elle aille plus loin, je trouve qu'elle l'a fort bien présentée. Vous êtes d'accord? Ok, bon, c'était pour ça les longs applaudissements. Non, vraiment, bravo, hein. Chapeau.
En fait, je rigole parce que je sais pas s'il faut que je sois obnubilée par les roses rouges ou par les épines. Alors juste pour préciser que cette espèce s'appelle Université d'Orléans. Elle a été créée en 1965, juste avant les grandes floralies d'Orléans qui se sont déroulées en 1967, hein, qui correspond grosso modo à la date de renaissance de l'Université d'Orléans. Voilà, donc c'est avec un grand plaisir que je vous offre ce rosier. Enfin, je ne serais pas obligé de le planter immédiatement. Hein. Je vais le planter au ministère pour que Simone Bonafou le voit tous les matins en pensant à cette université. Merci, hein, c'est adorable. Merci beaucoup. Alors, juste pour l'anecdote, dans le ministère rue Descartes, ce sont des rosiers Marie Curie qu'il y a. Voilà. Ah oui, d'accord, en plus. Donc, vous voyez, les rosiers ont des noms. Alors, maintenant, nous allons signer la charte entre le CNUS et la CPU. Si Marie Message... Ah, voilà, qui arrive. Voilà. Alors... Donc, Alors, on va essayer de s'y retrouver parce que comme il y a plein de... on va essayer. En attendant, j'en profite et puis Marie dira quelques mots aussi pour dire à quel point cette charte est importante parce que au moment de la LRU, les universités ont pris la décision de ne pas demander la dévolution des CROUS dans les universités ou dans les regroupements d'universités et de laisser donc cette mission au réseau des œuvres. Mais ça veut dire en contrepartie, évidemment, qu'il n'y a pas de stratégie différente entre les CROUS et les universités ou leurs regroupements. Et que nous demandons à l'État de veiller justement à ce que dans ses choix, dans ses nominations, dans sa politique, elle vise toujours à rapprocher plus les cohérences politiques entre ces deux structures publiques. Et donc, je suis vraiment très très heureux de signer cette charte avec Marie aujourd'hui. Et pour affirmer encore une fois l'unicité de vue entre nos deux structures. Merci Jean-Loup, Madame la Ministre. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour le CNUS et le réseau des CROUS surtout de signer aujourd'hui cet accord cadre entre la CPU et le CNUS. Parce que évidemment, et de le faire à l'occasion de ce colloque consacré à la vie de campus, parce qu'évidemment la vie de campus, c'est en large partie aussi la vie étudiante. Et on sait bien à quel point la socialisation des étudiants, ce sont des enjeux sociaux, des enjeux d'attractivité, nationaux, internationaux, des enjeux aussi de qualité de vie au travail pour nos étudiants, nos personnels, la communauté universitaire dans son ensemble. Donc pour nous aujourd'hui cet accord cadre, c'est la réponse à un double enjeu. Comme le disait Jean-Louis Salzman, le premier enjeu c'est celui de l'ambition partagée. Il n'y a pas deux stratégies, celle des établissements et celle des CROUS, il y a une seule stratégie, celle des établissements, au service duquel doivent se mettre les CROUS sur les territoires, de manière à ce qu'il y ait de fait une stratégie coordonnée qui comprenne l'ensemble des aspects de la vie étudiante au service de la réussite de nos étudiants, parce qu'évidemment, consciente de nos missions sociales dans le réseau, c'est notre priorité. Et ça, c'est cette ambition-là que nous souhaitons porter avec l'accord cadre, qui doit de fait permettre la coordination de l'ensemble des acteurs sur le terrain au bénéfice tant de nos étudiants que de nos personnels. Et c'est donc les CROUS, l'établissement, leur regroupement en conformité aussi avec l'esprit de la politique de site, en conformité avec le plan national de vie étudiante, l'ensemble des services, les SUAPS, les bureaux des relations internationales, les bureaux de vie étudiante, les services de santé, les services sociaux, les services culturels et bien d'autres encore qui doivent travailler tous ensemble sur le terrain. La deuxième ambition de cet accord cadre pour nous, c'est d'en faire un outil qui vive et d'y adosser une boîte à outils, des fiches pratiques qu'on aura l'occasion d'enrichir tous ensemble au fil de l'eau, de manière à ce que les bonnes pratiques, l'ensemble de ce qui se fait de bien sur nos territoires, sur le terrain, puisse être partagé, que d'autres puissent s'en saisir et que tout cela vive au grand bénéfice des étudiants, de nous tous et évidemment de la communauté universitaire. Voilà. Merci à tous et toutes. Vous êtes une bonne fée, exactement.
Et donc, comme on n'a jamais un seul plaisir ou deux plaisirs solitaires, on en aura trois. Et ce sera la charte du développement du sport. Il y a mon stylo qui s'en va. Alors, charte qu'on a eu du mal à signer parce que chaque fois que la CPU était disponible, la ministre ne l'était pas. Et chaque fois que la ministre était disponible, la CPU ne l'était pas. Et nous nous souvenons, Madame la ministre, que vous avez été ministre du sport. Et donc, on tenait vraiment absolument à signer en grande pompe cette charte. Et voilà, donc elle est là. Hops. Donc, le président du groupement, voilà. Voilà. Hein? Tu dis, hein? Oui, oui, bien sûr. Bah, ah, bah, très bien. Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le Président de la Conférence des présidents d'université, Mesdames, Messieurs, la signature d'une charte pour le développement du sport à l'université dans le cadre d'un colloque CPU sur le thème Campus en mouvement et plus largement dans le cadre de l'année du sport de l'école à l'université, quel moment mieux choisi? Les universités sont très attachées à leur SUAPS, ce service d'enseignement profondément ancré dans la vie étudiante, dernier maillon de la chaîne de l'éducation physique et sportive, dernier lieu d'ancrage de l'habitus pratique sportive. Cette charte est le deuxième signe fort de l'État sur près d'un siècle de sport à l'université. En 1970, l'État impose par décret la création dans toutes les universités françaises d'un SUAPS ou d'un CIUAPS. Depuis 45 ans, les SUAPS ont su structurer et développer la pratique des activités physiques et sportives sur tous les campus. 26% de nos étudiants pratiquent chaque semaine, soit 420 000 étudiants et 18 millions d'entrées chaque année. Ce 26 mai 2016, cette charte vient rappeler et souligner les enjeux du sport à l'université. Le sport au SUAPS, c'est l'accès au sport pour tous, les étudiants et les personnels universitaires, pour le bien-être, l'équilibre, la formation personnelle. Le sport au SUAPS, c'est favoriser le lien social, contribuer à l'intégration des primo-entrants et notamment des néo-bacheliers. Le sport au SUAPS, c'est développer dans le cadre d'une unité d'enseignement sport des compétences, les évaluer et les valoriser dans le supplément au diplôme, le CV, pour contribuer à l'insertion professionnelle de l'étudiant. Le sport au SUAPS, c'est entrer dans une démarche de sport-santé par l'acquisition de compétences qui permettront une pratique autonome et responsable, une bonne gestion de sa vie physique tout au long de sa vie. Le SUAPS contribue ainsi à la politique de santé publique de lutte contre la sédentarité. Je rappelle que 12% de nos étudiants sont en situation de surcharge pondérale ou d'obésité. Enfin, le sport au SUAPS, c'est pour nos étudiants sportifs de haut niveau ou de bon niveau, un dispositif efficace d'accompagnement pour leur permettre de gérer leur double projet, sport de haut niveau et études de haut niveau. La signature de cette charte n'est bien sûr pas un aboutissement, mais représente un bras de levier pour le développement du sport à l'université. Mesdames, Messieurs les présidents, sans vous, cette charte ne restera qu'une charte. Avec vous, elle pourra prendre tout son sens. Enfin, Madame la Ministre, le 1er octobre 2015, à la salle Pierre de Coubertin à Paris, dans le cadre des championnats d'Europe de badminton et d'un comité de pilotage de l'année du sport de l'école à l'université, j'ai eu l'occasion de vous dire que les discours politiques qui évoquent le sport scolaire et universitaire omettaient systématiquement de citer ces services des activités physiques et sportives, pourtant acteurs majeurs du sport sur les campus. Le GNDS que je représente ce soir peut être très satisfait et honoré de cette signature et par là même de cette mise en lumière de notre acronyme SUAPS. Je vous remercie. Il faut dire qu'il y a quand même des acronymes plus faciles à retenir que d'autres. Tout mon respect pour le SUAPS et à mon tour de préciser que je suis très heureuse évidemment de signer cette convention,
Merci à tous les deux en cette année du sport de l'école à l'université, parce que je ne sais pas si tout le monde en a bien connaissance, mais on a eu la chance, notre pays, d'accueillir tour à tour plusieurs compétitions internationales ou européennes en cette année 2016. Et donc, il nous a semblé important de mettre la focale sur la pratique du sport, que ce soit dans le secondaire ou à l'université. Et je crois que cette convention, en effet, va permettre d'aller beaucoup plus loin en la matière.